Bonjour à tous, on va commencer. Merci d'être venus. Alors, je me présente, Dominique Mogno, directeur développement pour Ocean Winds France. Et donc, dans ce pitch, on va vous parler d'innovation à travers deux projets dans lesquels Ocean Winds est impliqué, soit via son actionnaire Engie, soit via sa filiale Les Éoliennes en mer. Donc, avec Guillaume à ma droite, que je remercie d'être venu, de la société Arkema, qui va vous présenter le projet Zebra, projet de mise au point de pales entièrement recyclables. Et puis donc Émilie, à ma gauche, du projet Éolienne en mer, qui s'occupe du GIS Éolien en mer, groupement d'intérêt scientifique, qu'elle vous présentera, qui est une façon là aussi innovante de mener les études sur l'environnement et à travers un partenariat qu'elle va vous décrire et qui a aussi une partie innovante. Juste avant de leur laisser la parole, comme il se doit, quelques mots sur Ocean Winds, très vite. Donc, qui est-on? Donc, une jeune entreprise encore créée il y a 2 ans, donc une joint venture entre Engie et EDPR, deux énergéticiens qui ont voulu s'associer dans l'éolien en mer exclusivement. Et voilà, donc on est aujourd'hui déjà 340 salariés de cette joint venture. Moyenne d'âge 38 ans, présent dans 7 pays. Voilà quelques chiffres que je pouvais vous évoquer. Et on est sur des projets qui sont déjà en place via des partenariats anciens entre Engie et EDPR, et puis des nouveaux projets à travers le monde. On est présent dans 7 pays actuellement, et on a annoncé hier un nouveau pays, le Brésil, parce qu'on a aussi des projets en cours là, qui se concrétisent au Brésil, et ça a été rendu public pas plus tard qu'hier. Et je termine cette rapide présentation avec une carte de nos principaux projets les plus avancés, donc aussi bien un projet en exploitation, en construction et en développement avancé avec la sécurisation de la concession. Donc vous voyez des projets en Europe, en France évidemment les projets Dieppe, Le Tréport, Yonnan-Moutier, éolienne flottante du Golfe du Lion, et des projets en Asie, aux États-Unis, donc finalement dans un peu toutes les géographies où l'éolien offshore se développe. Voilà, je laisse maintenant la parole à Guillaume Cléda qui va vous présenter le projet Zebra. Merci. Merci beaucoup Dominique. Donc, je vais essayer de ne pas trop vous assommer avec la chimie, mais il faudra un moment y passer. Donc, je vous présente aujourd'hui ce que Arkema a développé en repensant complètement les matériaux composites pour rendre ces matériaux plus facilement recyclables, et notamment à destination du marché de l'éolien. Et ça se concrétise en particulier à travers le projet Zebra. Je ne vais pas m'étendre sur la problématique des déchets composites éoliens et de la fin de vie des pales éoliennes. Je suis persuadé que dans l'assistance, il y a des gens qui sont nettement plus calés sur le sujet que moi. Mais l'idée est de dire que c'est un gisement de déchets qui croît de manière significative pour les prochaines années, et toutes les prédictions sont assez affolantes sur ce point-là. Le marché de l'éolien est clairement un des plus gros marchés pour le composite à travers le monde aujourd'hui. C'est vraiment une problématique qui doit être prise dans son ensemble, aussi bien par les acteurs de l'éolien, mais aussi pour les acteurs des matériaux, comme nous. La réglementation se met en place pour petit à petit forcer les solutions de réemploi et de recyclage, de toute façon, et d'une manière générale, pour conserver et démontrer la réelle dimension renouvelable de l'énergie éolienne. C'est un sujet qui doit être clairement traité. Donc, en partant de ces faits, on a réuni nos quelques partenaires. Alors, on a d'abord commencé avec Engie et puis l'URT Jules Verne pour un peu dimensionner le projet, et enfin recruter d'autres partenaires complémentaires dans la chaîne de valeur pour démontrer la faisabilité du recyclage. Non, déjà démontrer la faisabilité de l'éco-conception de pales éoliennes, avec 2 pales étudiées, une pale plus à vocation terrestre et une pale plus à vocation offshore, et de montrer la faisabilité du recyclage de l'ensemble des déchets de production et du matériau composite de la pale en fin de vie à terme. Donc on a commencé avec Engie et l'IRT Jules Verne, centre technique à Nantes, et ensuite recruter les
partenaires les plus complémentaires, comme Owens Corning, fabricant de fibres de verre et de tissus pour l'industrie éolienne. LM Wind Power pour la conception et la réalisation et les tests de pales éoliennes. Suez pour la gestion des déchets et la gestion de la fin de vie des pales, et la plateforme technologique Canoë dans le sud-ouest de la France, en région Aquitaine, pour le support technique. Donc c'est un projet qui a démarré fin 2020 pour une durée de 42 mois. Il y a un budget de près de 19 millions d'euros. Pour lequel on a déjà réalisé 2 pales de 62 mètres, 14 tonnes, dont une part en test au banc et l'autre part dès aujourd'hui au recyclage. Et donc, la technologie de matériaux composites qui est utilisée pour ces pales-là est basée sur la technologie de résine hélium, donc qui est une nouvelle proposition de résine pour matériaux composites qui a été pensée dès le départ pour être recyclée. Donc on part du monomère pour formuler les résines. On fabrique les pales éoliennes qui ont leur propre durée de service. Et enfin, on propose les différentes solutions de recyclage suivant la nature du déchet, à quel moment il est capté, pendant la production de la pale en elle-même ou en fin de vie. On va adapter la solution de fin de vie. Donc les bénéfices de la technologie hélium sont assez simples. Il y a déjà des très bonnes performances, très comparables aux matériaux thermodurcissables qu'on a l'habitude de rencontrer. Une très bonne processabilité, donc des gains de productivité pour l'industriel qui met en œuvre ces résines. C'est très important de proposer une solution qui soit économiquement compétitive, en plus d'apporter des solutions de recyclage. Et enfin, la recyclabilité elle-même, avec 2 voies différentes, aussi bien du recyclage mécanique, donc c'est ce qu'on imagine assez spontanément quand on parle de matériaux thermoplastiques. Donc on vient rebroyer le matériau pour le compounder, pour reconstituer un matériau pour d'autres utilisations qui peuvent être embarquées directement sur des nouvelles pales. Et l'originalité de la chimie derrière les composites hélium, c'est qu'on a une matrice polymère qui est assez facilement dépolymérisable. On peut revenir au monomère d'origine, à la brique élémentaire de base qui constitue le produit, et donc régénérer quasiment à l'infini de la résine au fur et à mesure qu'on recycle du matériau, avec des rendements supérieurs à 85%. Donc on perd à chaque génération un petit peu de matière dans le circuit de recyclage, mais on capte toutes les propriétés qui étaient à l'origine du matériau pour reformuler de la résine quasiment à l'infini. Et donc avec la technologie hélium qu'on met en œuvre avec Engie et LM Wind Power, on a vraiment la seule solution pour avoir un cycle de vie en boucle fermée, puisque le matériau qu'on régénère, aussi bien le monomère de la résine que la fibre de verre, peut être utilisé pour exactement la même utilisation que la matière de base, la matière vierge, sans aucune perte de performance. Les premiers essais à l'échelle pilote qu'on a fait sur les premières pales qui ont été réalisées montrent aussi que c'est, du point de vue environnemental, pertinent, avec des économies de CO2 d'émissions de CO2 qui sont tout à fait significatives. Quand on retraite, par exemple, les déchets de production directement sur le site de LM Wind Power, dans ce cas-là, on arrive à une économie de CO2 par rapport à la matière première vierge de plus de 60%. Et quand on traite sur des produits composites en fin de vie, des économies de CO2 supérieures à 30%. L'autre cas de figure, c'est du recyclage mécanique. Donc on vient broyer le matériau et on refait des campantes qui peuvent être utilisées soit en injection thermique plastique, éventuellement, et c'est ce qu'on rencontre le plus souvent dans l'industrie éolienne, pour faire de l'impression 3D et principalement des sous-composants qui sont réintégrés dans les fabrications de pales éoliennes à la suite. Et on obtient des matériaux qui ont tout à fait leur place dans l'industrie des plastiques, avec des performances qui sont tout à fait similaires, voire supérieures aux matériaux similaires commerciaux vierges.
Donc là, le projet Zebra, tel que je l'ai rapidement esquissé, c'est vraiment la première étape vers une longue séquence d'innovation avec nos partenaires, avec des très intéressantes opportunités pour chercher l'automatisation des procédés grâce à l'utilisation assez unique de matériaux composites thermoplastiques et de prévoir dès la production des nouvelles pales l'utilisation de matières premières recyclées. Voilà. Merci beaucoup Guillaume. Donc je laisse la parole pour la deuxième partie et puis on pourra prendre les questions. On aura quelques minutes à la fin pour les questions. Merci Émilie. Merci. Alors, je vais vous présenter donc le groupement d'intérêt scientifique éolien en mer à travers trois points. Le contexte, d'où est venue cette idée de groupement d'intérêt scientifique et ses objectifs, les partenaires et les études qui sont en cours et à venir. Donc, l'idée de mettre en place un groupement d'intérêt scientifique dans le cadre du parc de Dieppe-le-Tréport est venue lors du débat public de 2015. Et donc, ça a été transformé en mesure d'engagement liée donc à ce parc. Et cette mesure d'engagement est notée dans les arrêtés préfectoraux autorisant la construction du parc, avec donc obligation de mettre en place ce groupement d'intérêt scientifique que je vais appeler GIS pour être un peu plus rapide, avec un budget de 8 millions d'euros sur toute la phase de vie du parc. C'est la première fois en France qu'une telle initiative est prise à l'échelle d'un parc éolien en mer. Et cette initiative est faite pour aller plus loin que les suivis environnementaux réglementaires habituels. Les trois objectifs principaux du GIS sont tout d'abord d'accompagner les suivis environnementaux du parc de Dieppe-le-Tréport, avec une revue des protocoles et des rapports environnementaux. Donc c'est un travail que les membres du GIS ont commencé dès 2020 avec les protocoles de l'état de référence du parc qui a lieu en ce moment. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer les connaissances environnementales et socio-économiques en Manche Est, donc avec des études propres au GIS qui sont développées, je reviendrai dessus juste après. Et enfin, de partager les résultats de toutes ces études avec le grand public et la communauté scientifique. Il y a actuellement 26 partenaires dans le GIS. Je ne vais pas tous les citer. Mais vous pouvez voir la diversité de ces partenaires avec à la fois des scientifiques qui viennent des universités et des établissements publics que vous connaissez bien, comme l'IFREMER et l'OFB, et 11 associations environnementales qui font un gros travail localement sur des études notamment ornithologiques ou sur les mammifères marins. Et enfin, 4 entreprises privées, dont Éolienne en mer Dieppe-le-Tréport. Donc ce qu'on voulait souligner ici, c'est que Éolienne en mer Dieppe-le-Tréport est vraiment un partenaire parmi 26. Et voilà, une voix lors des votes. Les études qui ont été lancées depuis ces 2 années d'activité du GIS concernent tout d'abord les goélands qui nichent sur les falaises cauchoises, donc c'est entre Dieppe et Le Havre. Donc vraiment près d'ici, et l'objectif donc sur 8 ans, c'est donc de faire un recensement de ces colonies et de mesurer la production en jeunes tous les ans. Et il y a aussi tout un suivi par bagage qui va être fait au niveau des colonies urbaines du Havre pour voir comment les animaux vont se déplacer en fonction ensuite dans le temps. Et pour essayer de voir notamment si l'implantation des parcs éoliens en mer sera visible sur les déplacements des animaux. Ensuite, on a 2 études de R&D qui concernent l'ADN environnemental. La première concerne donc l'utilisation de cet outil moléculaire pour étudier le régime alimentaire des phoques. Donc c'est une étude qui a commencé l'année dernière et elle porte sur les phoques qui sont au niveau des colonies de baie de Somme, baie d'Authie et baie de Canche.
Et ça permet de tester donc l'efficacité de ces outils moléculaires par rapport à la méthode classique, qui utilise les parties dures qu'on retrouve dans les fesses, pour ensuite étudier si on pourra utiliser cet outil au long terme pendant toutes les phases d'étude du projet, donc après pendant la construction et l'exploitation. La deuxième étude de R&D, donc identiquement avec l'ADN environnemental, porte sur l'identification du plancton. Elle a commencé cette année et donc là, c'est vraiment l'identification des espèces qu'on trouve dans le plancton, notamment sur des stades de vie qui sont difficilement identifiables. Donc la méthode classique, c'est prendre un échantillon qu'on a pris dans la mer et regarder sous loupe binoculaire ce qu'on trouve comme espèce. Et donc là, ça permettra de voir voilà, les espèces dont les stades larvaires sont difficilement identifiables, notamment. Ensuite, on a une grosse étude qui porte sur les réseaux trophiques. Donc cette étude, elle va reprendre toutes les données des suivis réglementaires du parc, donc sur toutes les composantes biologiques, pour permettre d'évaluer les biomasses, les flux interspécifiques et les changements saisonniers. Donc cette étude, pareil, elle a commencé en 2022 et elle ira jusqu'à décembre 2023. Et il y a une sous-étude en fait qui a été identifiée par les membres comme étant assez importante et donc à développer un peu plus, qui porte sur les relations entre les proies et les prédateurs supérieurs. Donc là, ce sera pour l'année prochaine. On est encore en discussion pour la mise en place de cette étude. Et enfin, la dernière, qui est assez innovante, puisque ce sera sûrement l'une des premières sur le sujet. Elle porte sur les transits en mer des chauves-souris, avec à la fois les mouvements longitudinaux le long de la côte, avec des études acoustiques. Donc on va comparer ce qui va être enregistré en mer et à terre, et des mouvements transmanche avec des analyses génétiques qui seront faites donc en France et en Angleterre. Et si vous voulez beaucoup plus de détails sur tout ce que je vous viens de dire, donc je vous invite à visiter le site internet donc gis-éolienenmer.fr. On est en train de développer une version bilingue français-anglais, donc ça devrait arriver la semaine prochaine normalement. Et donc on a une page LinkedIn qui est indiquée ici où je poste voilà, toutes les actualités si vous voulez suivre les études au fur et à mesure et leurs résultats. Merci. Merci. Merci Émilie, merci beaucoup, très, très clair, très intéressant. On a un peu de temps pour des questions, si dans l'Assemblée certains veulent poser des questions.